Didier Fassin est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes anthropologue, sociologue, professeur à Princeton, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Et après-demain, c'est le grand jour pour vous. Vous allez faire votre entrée au Collège de France à 18 h précisément à Paris. Votre leçon inaugurale s'appelle « L'inégalité des vies », un sujet éminemment d'actualité. Vous êtes notamment l'auteur du livre « La vie, mode d'emploi », édition du Seuil. Cet entretien s'inscrit dans le cadre de notre partenariat avec le Collège de France. Alors peut-être pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, un mot de votre parcours. Vous avez été médecin dans votre jeunesse en Inde, en Tunisie, en France également. Et puis, cette expérience a pris fin, elle vous a laissé un goût amer. Vous avez décidé d'épouser les sciences sociales. Pourquoi, au juste ? Alors, je n'ai pas eu un goût amer en pratiquant la médecine. J'étais très heureux de faire de la clinique, de soigner des malades, d'avoir ce contact et parfois cette efficacité que peut avoir un médecin. Mais c'est vrai qu'il y avait une certaine, disons, dimension humaine plus proche qui me manquait parce qu'il faut aller vite dans la médecine. Et puis aussi peut-être une perspective plus large, sociale, politique, historique. Et donc j'ai d'abord fait de la santé publique où j'ai c'est la transition, ça. J'ai fait une première transition en travaillant dans différents pays, la France, la Tunisie en particulier, m'intéressant à des grandes questions de santé. Et puis là aussi, j'ai été un petit peu frustré par rapport à une compréhension plus profonde que les sciences sociales me semblaient apporter. Et du coup, j'ai fait une thèse d'anthropologie, et puis sur le Sénégal. Et puis, ça a été le début de ma carrière dans les sciences sociales. En fait, si on extrapole et si on vous suit bien, quelque part, dites-nous si vous le pensez ou pas, d'une certaine manière, les sciences sociales, l'anthropologie, elles peuvent être plus puissantes que la médecine. Soigner une femme et un homme, c'est bien. Soigner les maux de l'humanité, c'est encore mieux. Alors, je n'aurais pas la prétention de soigner les mots, mais en tout cas, comprendre et puis peut-être faire comprendre ces mécanismes plus profonds, et puis aussi avoir cette relation plus proche et plus approfondie avec les gens. C'est certainement ce que les sciences sociales me semblent apporter, en tout cas m'ont apporté. C'est ça l'anthropologie ? Alors l'anthropologie, c'est plusieurs choses. Moi, j'aime bien la définir en disant que c'est une façon de regarder le monde autrement. Et c'est assez facile à comprendre puisque nous avons l'occasion de travailler dans des sociétés différentes. J'ai fait des recherches au Sénégal, en Équateur, en Afrique du Sud et puis en France, bien sûr. Aujourd'hui, je vis aux États-Unis. Et donc, à chaque fois, on voit que sur des questions données, les sociétés n'ont pas les mêmes réponses. Et donc, très logiquement, on en vient à se dire que peut-être la manière dont on punit le crime, dont on soigne les gens, dont on répond à la question de la pauvreté, eh bien, peut varier d'une société à une autre. Et donc, c'est cet autrement qui me paraît très intéressant dans l'anthropologie. Alors justement, vous qui étudiez notamment la pauvreté, on va en parler, mais aussi les forces de l'ordre. Prenons les États-Unis. Alors ce n'est pas le cas partout là-bas, mais les policiers, notamment à Los Angeles et à New York, bannissent de leur pratique lors des interpellations ce qu'on appelle le plaquage ventral. Ça a fait polémique en France avec la mort d'un homme il y a quelques jours, Cédric Chouviat. Plus généralement, au-delà de cette affaire, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu la polémique sur les tirs de LBD, des personnes qui ont perdu un œil. Quel est le malaise, selon vous, entre les Françaises et les Français et leur police ? Il y a effectivement une évolution de la police française et des forces de l'ordre plus généralement, parce que ça inclut également la gendarmerie, qui est dans le sens d'un durcissement, à la fois durcissement des pratiques et durcissement des relations avec la population. Je crois que un des éléments assez fondamentaux, c'est que la police française n'est pas au service des citoyens, elle est au service de l'État. Et on a vu, et ce n'est pas la première fois dans l'histoire, mais on a vu progressivement au cours des dernières décennies un déplacement se faire au service de l'histoire vers au service du gouvernement.
Et à ce moment-là, il y a cette relation qui se crée entre un gouvernement qui a besoin de la police pour affirmer son autorité et au prix d'un autoritarisme, et de l'autre côté, une police qui cherche sa légitimation dans les forces, dans le gouvernement. Et donc, il y a là quelque chose qu'on ne trouve pas nécessairement dans d'autres pays où la police est représentée comme étant au service des citoyens. L'exemple le plus... on peut donner deux exemples. La Grande-Bretagne, qui serait, disons, le bon exemple, parce que les policiers sont très proches des citoyens et généralement ne sont pas armés. C'est l'image classique qui a changé, mais celle du Bobby. Il y a le cheval aussi, les brigades. Oui. Aussi. Aux États-Unis, au contraire, évidemment, on a une police qui est très proche de la population, mais aussi des pouvoirs publics locaux. Ils sont au service du maire de la ville. Et donc, il y a l'exemple des États-Unis n'est certainement pas un bon exemple à donner, puisque c'est une police qui est particulièrement... Des polices, parce qu'elles sont différentes d'un État et même d'une ville à l'autre, qui sont souvent extrêmement violentes. On compte quand même plus de 1100 morts par an de personnes tuées par la police aux États-Unis. On en vient maintenant du coup à la pauvreté. Vous étudiez notamment la question des inégalités. Il y a une question qui revient souvent depuis maintenant 41 jours de grève, c'est la question de la pénibilité, mais aussi de l'injustice en termes d'espérance de vie. Qu'en est-il? Je vous propose de regarder la manière dont en parlait récemment notre partenaire France Télévisions. Votre réaction juste après. Dans les Hauts-de-France, un homme peut espérer vivre 77 ans. En Île-de-France, il peut espérer atteindre 89 ans. Un écart significatif, les Français ne sont pas tous égaux face à l'espérance de vie. La catégorie socio-professionnelle et la région entrent en jeu. Selon un rapport du ministère de la Santé et des Affaires sociales, un cadre peut vivre 84 ans contre 78 ans pour un ouvrier. Le rapport montre que les catégories les moins aisées ont tendance également à cumuler les risques. Consommation de tabac et d'alcool plus élevée et surpoids plus important. Exemple, le tabagisme quotidien est de 19% chez les cadres, contre 42% chez les ouvriers non qualifiés. Malgré cela, la santé des Français est globalement bonne. L'espérance de vie augmente, 85 ans pour les femmes et presque 79 ans pour les hommes. Mais il reste des disparités à combler. Didier Fassin, une réaction sur l'espérance de vie. C'est un très bon reportage. On peut simplement ajouter que à la catégorie socio-professionnelle et à la région s'ajoute, et d'ailleurs se combine en réalité, le niveau de richesse, puisque on a eu très récemment des données qui ont été publiées au niveau national montrant 13 ans d'écart d'espérance de vie entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres, ce qui signifie une chose importante, c'est que on pense, jusqu'à maintenant, on tendait à faire des comparaisons entre des régions et entre des catégories socio-professionnelles. Lorsqu'on prend la pauvreté, on intègre aussi les gens qui sont chômeurs, les gens qui sont sans activité, et donc on a une vision plus globale. Il faut ajouter que ces inégalités, certes, comme il a été dit dans le reportage, l'espérance de vie augmente, mais les écarts d'espérance de vie également augmentent, donc les inégalités s'accroissent, et surtout les inégalités en termes d'espérance de vie en bonne santé s'accroissent. C'est-à-dire qu'on gagne, mais les écarts se font de plus en plus importants d'espérance de vie en bonne santé. Alors notamment dans votre leçon inaugurale, vous en parlerez, je n'en dirai pas plus, mais vous dites, je me rendais compte que l'outil médical, ça c'était plutôt sur l'outil médical, mais sur cette question précise, vous disiez c'est ce regard singulier sur la santé publique que vous avez voulu vous pencher. Peut-être pour finir, cette réforme des retraites, en quoi est-elle un élément, selon vous, qui en dit long sur la société que l'on veut construire en termes d'égalité ou pas? Alors, il y a beaucoup d'éléments qui montrent dans la réforme actuelle que la justice sociale n'est pas prise en compte. Elle n'est pas prise en compte d'abord en termes non seulement de pénibilité, mais de différence d'espérance de vie. Pensez 13 ans de plus de retraite pour les catégories les plus aisées par rapport aux catégories les plus défavorisées. Or, on les fait partir au même âge. Il y a bien sûr aussi la contribution
qui, à partir de 120 000 euros, n'est plus prise en compte, ou plus exactement est très diminuée par rapport à ce qu'elle est avant 120 000 euros. Donc on voit bien que la justice sociale est au second plan, mais surtout le plus important, effectivement, c'est sur l'inégalité des espérances de vie qui n'est pas prise en compte dans cette réforme. Voilà, j'ai retrouvé ma citation, espérance de vie, une notion abstraite, dites-vous, et vous l'expliquerez après-demain au Collège de France à 18 h. Ce sera donc jeudi. Merci beaucoup Didier Fassin d'être venu sur notre plateau.